Voilà. Bah moi, je vais faire un peu l'avocat, mais tu vois, par exemple, il y a des employés à la Gaîté Lyrique. Genre, qu'est-ce qu'on peut leur dire comme message par rapport à ça? Parce que j'ai vu des vidéos, je sais pas si tu connais Vincent Lapierre. Non. Ah, tu connais pas? Non. Non. Si, le mec qui s'est fait chourer sa caméra à la guitare. Le mec de la. En fait, il fait des reportages sur YouTube, mais tu sais, ce mec-là, ça se voit que c'est un gars de droite, mais bien à droite. Et en gros, il avait couvert les. Tu sais, je pense qu'il a des liens avec Frontières, mais je suis pas sûr. Donc, on parle du média d'extrême droite, le chat. Et en gros, il avait fait un reportage dans la Gaîté Lyrique où il parlait justement avec les immigrés qui étaient à l'intérieur du bâtiment. Pourquoi vous êtes en France? Qu'est-ce que vous voulez en France? Etc. etc. Mais faut que tu regardes ces vidéos. Bon, ça va un peu t'énerver, mais ce mec-là, il est vraiment spécial quand même. Mais ouais, du coup, moi, je me suis toujours demandé, est-ce que Anne Hidalgo, elle a bien géré ce dossier? Non, je connais pas ce mec. Est-ce que Anne Hidalgo, elle a bien géré ce dossier? Est-ce qu'elle a une lourde responsabilité dans tout ça? Elle a une responsabilité parce que quand tu es maire de gauche, tu ne laisses pas le ministre de l'Intérieur mettre à la rue des mineurs, ou même qui que ce soit. Tu essaies d'organiser la solidarité. Et par exemple, tu posais la question, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les salariés de la Gaîté Lyrique? Mais en fait, les salariés de la Gaîté Lyrique ne devraient pas se retrouver dans cette situation parce qu'on devrait avoir des espaces d'accueil qui permettent de traiter correctement les gens. Mais premièrement, il faut traiter correctement les gens parce qu'il faut traiter correctement les gens. Parce que quand on a une estime de son pays, une estime de ses valeurs, ça en fait partie. Donc on se doit de les traiter correctement. Mais deuxièmement, parce que les traiter correctement, ça permet ensuite de faciliter tout le processus derrière. Ça permet de faciliter tous les processus administratifs. Et puis, enfin, donc en fait, Madame Anne Hidalgo, elle aurait dû protester. Voilà. Mais le problème, c'est qu'elle ne le fait pas. Parce que en réalité aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se prétendent être de gauche et puis ensuite quand il faut assumer les convictions de quelqu'un de gauche, assumer le conflit, assumer la lutte, et là ils ont totalement ils sont moi, ce que j'en retiens, c'est que la gauche elle n'était pas au bureau de la mairie de Paris, la gauche elle était en lutte pour permettre de faire respecter les droits de ces gens-là et je le redis. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'immigration, on parle de migrants. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de migrants? C'est pour ne pas avoir à dire que ce sont des gens, ce sont des êtres humains, ce sont des personnes, ce sont des gens, ça pourrait être vous. Et aujourd'hui, il y a une déshumanisation des immigrés qui est ouvertement raciste d'ailleurs. Et il y a une déshumanisation de ces gens qui fait honte à la France. Parce que c'est quelque chose auquel je pense souvent. Moi, ça m'avait beaucoup marqué dans les manuels d'histoire, ce qu'avait fait la France. Et je me dis, dans 50, 60, 70 ans, quand on re-regardera ce qu'avait fait la France à l'époque, ça ne nous fera pas honneur. Et quand on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on ferait en tant que personnalité politique, quelle est notre responsabilité devant l'histoire? Je pense que les personnalités politiques devraient toujours se demander, dans 50, 70 ans, quand j'en parlerai à mes petits-enfants, est-ce que je pourrais leur dire qu'à ce moment-là, on avait de quoi être fiers de notre pays? Quand je vois ce qu'ont fait M. Retailleau et Mme Hidalgo, au regard de l'histoire, on ne pourra pas dire qu'ils nous ont rendu fiers de notre pays. En plus, elle sera plus mère maintenant, c'est fini, ça. C'est... Ouais. On va changer de sujet, on va parler de l'Algérie. Que penses-tu des rapports actuels entre la France et l'Algérie? David Guiraud, il avait fait un bon discours. Il avait dit que c'est la France qui agresse l'Algérie. Est-ce que tu partages son opinion? Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Déjà, premièrement, bien sûr, il y a des questions géopolitiques avec la reconnaissance par la France du Sahara occidental. Historiquement, on a une histoire commune avec l'Algérie, qui est une histoire qui est douloureuse, c'est l'histoire de la colonisation. Il y a une réalité, la France n'a pas fait son inventaire colonial, la France ne reconnaît pas, ou un petit peu à demi-mot, les crimes qu'elle a commis en Algérie. Et ensuite, il y a au milieu de tout ça, Retailleau, qui lui est en train d'essayer de gagner le congrès des LR. Et en fait, c'est quoi l'objectif? Pour Retailleau, il l'a dit. Moi, il n'y a que l'économie sur laquelle je suis en désaccord avec l'extrême droite. Le reste, il faut que je fasse plus qu'eux pour essayer de les récupérer. Et la question de l'Algérie, l'extrême droite ne l'a toujours pas digérée. L'extrême droite, historiquement, n'a pas digéré l'indépendance de l'Algérie. Et taper sur l'Algérie, c'est remuer, draguer d'une certaine manière
une histoire coloniale qui n'a pas été digérée par l'extrême droite. Et c'est comme ça qu'il essaie de gagner son congrès. Et il y a de nombreux, c'est un petit malin, lui. il y a de nombreux diplomates qui le regrettent et qui disent leur tristesse de voir la diplomatie française instrumentalisée par un ministre de l'Intérieur. Il n'est pas chargé des affaires étrangères. C'est même pas son domaine en plus. Instrumentalisé par un ministre de l'Intérieur pour servir ses petits calculs politiques. La réalité, c'est que nos affaires avec l'Algérie, on ne les traitera pas dans le conflit direct, on ne les traitera pas dans une opposition. Déjà premièrement, parce que c'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. Bah oui. En fait, mis à part braquer le pays que tu as, avec lequel tu traites, tu ne fera rien bouger. Et par ailleurs, il faut, pour le coup, quand on fait de la diplomatie, il faut être capable de se mettre à la place de la personne qu'on a en face. Bien sûr. L'Algérie aujourd'hui, à cause de M. Retailleau, est placée dans une situation dans laquelle elle ne peut pas reculer. Ils ne peuvent pas reculer à cause des provocations de Retailleau. Deuxièmement, l'Algérie et la France sont des nations qui sont liées. Des nations qui sont liées par l'histoire douloureuse de la colonisation et des nations qui sont liées par la réalité joyeuse de son peuple. Pour le coup, les doubles nationalités sont nombreux. Bien sûr, les doubles nationalités sont nombreux, même les personnes qui ont que la nationalité algérienne ou des personnes qui ont que la nationalité française. On a des peuples qui sont liés. Et aujourd'hui, les peuples français et algériens regardent le comportement d'un petit ministre de l'Intérieur qui cherche à gagner son congrès et qui sabote des décennies de diplomatie. C'est ça. Et tout le monde le regrette. Et vous êtes le seul parti qui pourrait renouer ce lien, justement, parce que supposons, dans une politique fiction, tu as l'extrême droite au pouvoir avec Marine Le Pen, mais c'est pas elle qui va essayer de renouer les liens avec l'Algérie, c'est impossible. Non, parce que ça va encore plus. Il faut qu'elle rende hommage à papa. Pardon, mais Jean-Marie Le Pen sur la question de l'Algérie, non seulement il a fait de la torture là-bas, mais en plus de ça, Marine Le Pen, toujours pour draguer cette histoire coloniale, elle va continuer de taper parce que derrière, au fond, en tapant sur l'Algérie, c'est qu'est-ce qu'il cherche à taper, M. Retailleau, comme à chacune de ses prises de parole. Il cherche à désigner un ennemi de l'intérieur. C'est ça. Il cherche à désigner, à faire de l'arabe, à faire du musulman, l'ennemi de l'intérieur, c'est ça. Et pour le coup, aujourd'hui, les médias continuent et les politiques fabriquent ce que serait l'ennemi intérieur musulman ou l'arabe qui serait déloyal vis-à-vis de son pays, le musulman qui serait un islamiste, sauf si jamais il prouve le contraire. C'est ça que cherchent à fabriquer ces gens-là. Et c'est ça qu'il est en train de faire à travers l'Algérie. Il remue une histoire coloniale pour essayer de repointer du doigt un ennemi de l'intérieur. N'empêche, c'est un coup de bluff son histoire de démission. Il a dit qu'il voulait démissionner si la France cédait sur le dossier algérien. Mais c'est un coup de bluff parce que, en fait, quand t'es dans l'exécutif, membre du gouvernement, t'as une fenêtre immense aussi, médiatiquement parlant. Donc si le mec il quitte le gouvernement, il perd une fenêtre, une opportunité de malade quand même. J'en sais rien, mais pour le coup, c'est quand même quelque chose que je regrette beaucoup, de voir à quel point le sens de l'État il s'est perdu. Quand on est ministre de l'Intérieur, par exemple, je me rappelle de Retailleau qui appelle à voter contre moi quand je m'étais présenté aux élections municipales. J'ai vu son tweet. Je regarde ça, je me dis, mais pardon monsieur, mais vous êtes celui qui est censé organiser les élections. Exactement. Donc, il y a un moment, si vous avez le sens de l'État, moi ça va, je suis quelqu'un de réglo, j'aurais très bien pu arriver et dire, regardez, celui en charge d'organiser les élections, il a pris parti, donc je ne reconnais pas le résultat des élections. Je le ferai pas, et parce que pour le coup, les élections se sont bien passées, on a surveillé, mais quand on a le sens de l'État, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait. Il n'y a plus de règles ici aussi, j'ai l'impression. Ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention à ce qu'ils font. Parce que tout ce qui intéresse ces gens, c'est leur survie en politique. C'est ça. Et vous avez une Macronie qui est agonisante, qui aujourd'hui ne sait plus où aller. Et tout ce qu'elle trouve pour essayer médiatiquement, c'est d'essayer de lécher les plates-bandes de l'extrême droite en essayant de rattraper un électorat qu'ils ont perdu. C'est ça aujourd'hui la Macronie. Ils ont abandonné le sens de l'État, ils ont abandonné le sens de la démocratie, ils ont abandonné le sens du droit. Et le problème, c'est que quand eux abandonnent ça, c'est pas que eux. C'est la France qui le perd, parce qu'ils sont aux commandes d'une institution, ils sont aux commandes de fonctions, d'administration qui ont une continuité. Il y a une continuité de l'État. Et dans l'histoire de la continuité de l'État, ils sont en train d'abîmer tout ce qui faisait la grandeur de la France. Parce que je suis triste de voir qu'à l'international aujourd'hui, la réputation de notre pays, c'est la réputation d'un pays islamophobe. C'est la réputation d'un pays raciste. Mais pour le coup, c'est pas la réalité du
du peuple français. C'est juste la réalité d'une classe politique et d'une classe médiatique qui n'est plus connectée à la réalité de son peuple. Et c'est pour ça que nous, on parle de révolution citoyenne. C'est pour ça que nous, on dit, écoutez, là, il y a un moment, il faut que le peuple français, il se rassemble et il se refonde pour dégager cette oligarchie qui, aujourd'hui, n'est pas digne de représenter le peuple français. Putain, c'est un beau discours, hein, franchement. Ben, c'est très beau, c'est très très beau. J'aime bien. Il y a une petite parenthèse que je veux faire avant de conclure le gros dossier politique. Il y avait, aujourd'hui, on en a parlé en off vite fait, mais en gros, aujourd'hui, il y a eu des propos du ministre israélien de la Défense sur une possible annexion de la bande de Gaza. Quel est ton avis sur ça? Moi, franchement, c'est ça. Tu vois, quand je te disais qu'on devra reparler à nos petits-enfants de qu'est-ce qu'on avait fait à ce moment de l'histoire, dans 50 ans, nos petits-enfants, ils nous demanderont qu'est-ce que vous avez foutu sur la Palestine ? Parce qu'il y avait eu un cessez-le-feu qui avait été obtenu, mais au prix d'un génocide qui a été avec un laisser-faire de la part de la France, un laisser-faire de la part des États-Unis. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un Donald Trump qui arrive et qui dit, écoutez, moi j'ai un projet. On va coloniser Gaza, on va en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient, les États-Unis vont se faire de l'argent et après c'est Israël qui va le récupérer. Au moment où Donald Trump le dit, personne ne dit rien. Au moment où Donald Trump poste une vidéo dans laquelle il montre son projet, personne ne dit rien. Sauf le gouvernement israélien qui dit « nous allons étudier la question ». Et voilà qu'aujourd'hui, ils empêchent l'entrée de nourriture, l'entrée d'eau, l'entrée de médicaments, et que là, ils font une vidéo en disant « écoutez, population de Gaza, vous avez intérêt à fuir parce que le génocide que vous avez vécu ne sera pas pire que ce que vous allez vivre à partir de maintenant. » C'est ça qu'ils sont en train de dire. Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire ? Après le génocide, place au nettoyage ethnique. Et ce nettoyage ethnique et ce génocide est autorisé par Trump et encouragé par Trump. Parce que Trump veut utiliser le génocide et le nettoyage ethnique pour coloniser la bande de Gaza et ensuite la donner au gouvernement israélien. On a la ramasse, nous aussi, français, parce que je me rappelle justement avec cette vidéo avec Trump, l'histoire du complexe hôtelier, il y avait France Télévisions qui avait invité le président du syndicat hôtelier. Est-ce que tu te rends compte de ça, Louis ? C'est une dinguerie. Il y a encore de la fumée, il y a des cadavres qui sont encore gisants sur le sol et nous, Français, on a un mec qui parle de ça sur le service public. Mais c'est possible de mettre ce bâtiment-là avec une vue sur la mer, etc. Vous êtes sérieux, les mecs ? L'histoire retiendra la déshumanisation des Palestiniens. C'est tellement triste. Ils sont déshumanisés, ils n'existent pas, et puis par ailleurs, et c'est ce qu'ils disent, au fond, ils n'ont pas la légitimité d'être sur ces terres. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Mais encore plus que de voir le service public qui se roule dans la boue, encore pire que de voir, de voir ce que fait le gouvernement français. Et franchement, c'est tellement ce moment de l'histoire où on aurait dû avoir la France qui a l'Organisation des Nations Unies et qui dit non. Non. Et pour le coup, c'est ça que nous on est en train de dire aussi quand on dit que si on dirigeait le gouvernement, si aujourd'hui le nouveau Front Populaire dirigeait le gouvernement, directement on irait à l'ONU et on dirait au nom de la République française, non. Et à partir du moment où ce non est prononcé, ça change beaucoup de choses. Parce que pas dans les gouvernements, parce que Donald Trump il a toujours ses intérêts à défendre, mais ça change beaucoup de choses du point de vue des peuples. Parce que je le redis, les peuples ne sont pas d'accord avec le génocide des Palestiniens. Et cette déshumanisation, c'est surtout une déshumanisation qui est relayée, encore une fois, par l'oligarchie. Mais derrière, en réalité, les peuples ils sont pas d'accord avec ça. Alors, j'avais un petit truc à dire vite fait. Est-ce que Dominique de Villepin c'est un camarade ou pas ? Non. Ah ok, non. Ça c'est très direct. Dominique de Villepin, c'est quelqu'un, pour le coup, c'est heureusement qu'il était là. Heureusement qu'on avait un Dominique de Villepin qui était là pour aller porter des choses sur la Palestine. Et merci à toutes les personnes, de droite comme de gauche, qui ont défendu les Palestiniens. Mais alors pour le coup, de Villepin, quand il parle d'international, j'aime beaucoup l'écouter, c'est intéressant. Quand il parle d'économie, j'aimerais beaucoup l'écouter, c'est intéressant. On l'a pas encore. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de l'économie. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez du retour de l'impôt sur la fortune. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la nationalisation d'un certain nombre de secteurs économiques. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez des autoroutes, monsieur Villepin, vous qui les avez vendues. Donc, à la fois sur les questions internationales, oui, mais après, sur le reste des questions, je ne suis pas certain que monsieur de Villepin soit un camarade. T'as vu son surnom ou pas ? Dans le Figaro, l'islamo-gaulliste. Ah non mais...
C'est incroyable. C'est fou. Je te parlais du bouquin Les Irresponsables de Chapoutot. Ouais. Et il y a plusieurs. Il y a le judéo-bolchevisme dont on parlait à l'époque. Et aujourd'hui, c'est l'islamo-gauchisme. Et il y a, tu vois, le wokisme, ça avait son équivalent à l'époque. À l'époque, ils appelaient ça le bolchevisme culturel. Et c'est impressionnant de voir à quel point les mots qui sont utilisés aujourd'hui sont calqués sur les mots qui étaient utilisés à l'époque pour l'avènement du fascisme. Islamo-gaulliste. Quand tu te retrouves à mais pourquoi islamo ? Je ne l'ai pas entendu défendre le droit des personnes musulmanes à défendre leur religion, enfin, à vivre de leur religion, à exister en tant que musulman en France. Par contre, il a défendu les Palestiniens. Il a juste fait ça, le mec. Mais c'est vraiment le cœur de tout ça. Et c'est ce que raconte Trump, et c'est ce qu'a raconté Vance, et c'est ce que toute l'extrême droite a en tête. C'est que pour eux, le 21e siècle, c'est un moment de guerre de civilisation. C'est que tu as une civilisation, eux ils disent judéo-chrétienne, ce qui a absolument aucun sens, parce que la réalité, c'est que historiquement, ce que eux appellent notre civilisation a opprimé les Juifs pendant 2000 ans et jusqu'à la Shoah. Et maintenant qu'ils s'en veulent et que par ailleurs ils admettent pas, parce que sur la question de l'antisémitisme en France, on regarde pas non plus totalement notre histoire droit dans les yeux. Quand on a Emmanuel Macron qui va sur la tombe de Pétain, quand on a une sorte de semi-reconnaissance sur la responsabilité de la police dans tous les Juifs qui ont été envoyés en Allemagne, ou même quand on raconte l'histoire de la résistance française. Moi, la résistance française, j'en suis profondément amoureux, c'est une histoire familiale, mais la réalité, c'est que non, à ce moment-là, la France, dans sa masse, dans sa globalité, elle n'était pas résistante. Heureusement, il y avait une petite, une France qui existait, qui était une lumière dans ce que nous, on estime être la France. Mais la réalité, c'est que la majorité a collaboré avec les antisémites et avec les nazis. Donc, tu vois, la civilisation judéo-chrétienne, du point de vue de l'extrême droite, c'est assez contradictoire. Et du coup, ces civilisations, pour eux, elles doivent s'affronter, là, dans le 21e siècle, avec un ennemi qui sont les civilisations musulmanes. Mais pour le coup, ces gens manquent totalement ce qu'est l'enjeu du 21e siècle. L'enjeu du 21e siècle, c'est que nous sommes dans le siècle où le capitalisme ne survivra pas. Et je ne le dis pas pour me faire plaisir, bien que ça me fasse plaisir, je le dis parce que le capitalisme ne peut pas survivre au dérèglement climatique, parce que le capitalisme ne peut pas survivre aux récessions démographiques, parce que le capitalisme ne peut pas survivre par son réarmement qui va mener à des guerres, sauf qu'aujourd'hui vous avez l'arme nucléaire dans l'équation. On est dans un siècle où c'est où vous choisissez la guerre des civilisations, auquel cas vous allez à votre perte, ou vous choisissez la lutte contre le capitalisme, auquel cas vous avez encore un salut. Ok, c'était une grosse parenthèse politique. Non, ça m'a fait plaisir. Franchement, j'aime trop inviter les députés LFI pour parler de ce qui se passe sur les dernières semaines, les 3 dernières. J'aime trop. C'est qu'avec tous les députés LFI, tu ramènes un Léaumont, il va te raconter l'histoire et tout, mais il le raconte différemment. Et pour le coup, moi, j'estime avoir tellement de chance d'être à la France Insoumise parce que on se complète, quoi. Donc, voilà. Et par ailleurs, je me rappelle, je disais que Jean-Philippe Tanguy était le député de l'année, je suis pas d'accord. Le député de l'année, c'est Antoine Léaumont. C'était vous qui m'avez fait rentrer dans la politique. J'étais dans les jeux vidéo, mais moi je t'avais déjà raconté ça au mois de septembre et j'en ai parlé aussi à David Guiraud. C'était vous deux, quand vous étiez à TPMP à l'époque. En écoutant vos discours, vous m'avez fait rentrer dedans quand même. Et là, ça fait quoi ? Ça fait presque 4-5 ans maintenant. C'est ouf quand même. Ce qui m'a fait rentrer dedans, moi, c'était les revues de la semaine de Mélenchon. En fait, au moment où j'avais suivi un peu la campagne présidentielle, et Mélenchon, il avait fait sa campagne un peu. Il y avait des gens qui étaient venus tracter devant mon lycée, et il y avait Jean-Luc Mélenchon avec des lunettes de soleil avec marqué Constantion de Mélenchon. Moi, j'étais mort de. Ouais, je te jure, c'était ça le slogan à l'époque. Et donc, du coup, je me suis dit, Discord d'insoumis, je voyais des trucs sur Twitter. Et ensuite, il a fait les revues de la semaine. Et du coup, j'ai écouté les revues de la semaine. Et moi, du coup, qui faisais ma vie, tu vois, j'étais pas très politique, mais en même temps, je suivais la vie de mon Jean-Luc. Il était là, bonjour, je suis à Marseille. Bonjour, on est dans mon bureau à l'Assemblée. Bonjour. Et donc, du coup, j'ai suivi Jean-Luc, quoi. Et voilà, j'ai regardé toutes les revues de la semaine. Je les écoutais même sur Spotify. Et à la fin, ça a forgé une culture politique. Et pour le coup, la génération de la France Insoumise qu'on voit aujourd'hui, c'est une génération Mélenchon. Mais une génération Mélenchon pour 2 raisons. Pour ce que ce monsieur nous a apporté sur le fond
et pour ce que monsieur nous a apporté comme espoir d'un mouvement qui peut mener à la révolution citoyenne. C'est un rassembleur quand même. Hein. Parce que moi j'avais reçu Aurélien Taché aussi, avec Aurélie Trouvé. J'avais découvert son passé, son grand passé. Et comme quoi. Je sais pas s'il l'assumait quand je lui avais posé la question, mais c'est un ancien macroniste. Chez Macron. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais il a réussi à... Du bon côté de l'histoire. Ouais, il a réussi à s'éveiller, c'est bien. Choisir le bon côté de la barricade, les camarades. C'est un rassembleur au final. J'ai l'impression qu'on est dans un manga, dans un One Piece ou je ne sais pas quoi. Mais... En vrai, plus qu'un. Enfin, en fait, je sais pas Jean-Luc Mélenchon qui nous rassemble uniquement parce que c'est quelqu'un qui parle bien et que la vérité. C'est le projet. C'est que pour le coup, pour la première fois, j'ai eu le sentiment qu'un autre monde était possible. Ouais. Et pour le coup, c'est ça qu'on dit. Et les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent en ce moment l'ambiance elle est pesante, ça va pas, rien ne va. Et en fait, dans ce truc-là, il y a une petite lueur d'espoir. C'est cette affiche que vous voyez avec un Jean-Luc qui vous regarde et qui vous dit bonjour, un autre monde est possible. Et pour moi, ça fait sens. Et je crois que pour beaucoup de gens, ça fait sens. C'est pas Jean-Luc, c'est le monde vers lequel on veut aller.